Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo, on explore l'overclocking assisté par intelligence artificielle de chez Asus. L'idée c'est de voir si ces options destinées aux personnes qui ne connaissent pas grand chose à l'overclocking sont potables ou est-ce que c'est totalement à jeter comme beaucoup d'overclocking automatique. Et si c'est potable, est-ce que c'est suffisamment simple pour quelqu'un qui commence dans l'informatique? Donc si ça vous intéresse, venez vous asseoir et on parle de ça ensemble. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis un petit peu sceptique pour tout ce qui est outils d'overclocking automatisé. Mais pourquoi ça? Eh bien c'est parce que souvent en fait ces algorithmes vont être assez bêtes. Donc plutôt que de vérifier un petit peu la chauffe qu'ils ont, etc. et autre chose, eh bien ils vont se contenter d'augmenter encore la tension, histoire d'être sûr d'être très stable. On est déjà stable, hein, mais il faut être encore plus stable, hein, pour être vraiment sûr. Mais le gros problème qui vient quand on augmente la tension, eh bien c'est la chaleur en fait. Plus on va avoir de tension, plus on va avoir de chaleur. Si votre CPU chauffe beaucoup et que vous n'avez pas le refroidissement adéquat, vous pouvez facilement en fait vous retrouver dans des températures qui sont plutôt inconfortables et à éviter sur le long terme. Donc au final, ces algorithmes automatiques basiques sont plutôt néfastes pour votre matériel parce qu'ils prennent pas en compte votre refroidissement, ce qui fait que pour moi c'est pas trop une recommandation de mettre en place ce genre de choses. Mais l'outil d'overclocking intelligent qu'on va voir ici est quant à lui un petit peu plus évolué parce qu'il prend justement en compte les performances de notre refroidissement et en plus de ça il apprend au fur et à mesure qu'on utilise le PC pour raffiner sa méthode d'overclocking et vraiment assurer le meilleur ratio possible entre stabilité, chauffe et performance. Attention par contre ici, je teste vraiment cette fonctionnalité sur les cartes mères Asus et plus précisément sur la plateforme Intel avec leur Z590E de la gamme Strix. Si jamais vous avez une carte Asus et que ça vous intéresse, je vous ai mis le listing dans la description pour toutes les cartes mères qui supportent ce genre de choses. Après quoi qu'il arrive, même s'il existe des options d'overclocking automatique qui sont bien, je vous conseillerais toujours de finir au manuel. Parce que si vous voulez overclocker sur le long terme, il n'y a rien de mieux que de savoir le faire manuellement et de l'adapter en fonction de son usage à soi. Typiquement un overclocking destiné à faire tourner des jeux ou des tâches très courtes sera bien différent d'un overclocking où vous avez des grosses tâches bien longues ou encore d'un overclocking pour les records. Donc prenez ces outils comme des choses qui vont permettre d'expérimenter, de gagner en confiance jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'aise pour vous lancer dans l'overclocking manuel. Pour mettre en place cette overclocking intelligente chez Asus, vous avez deux options, soit par le BIOS, soit un logiciel directement sur votre PC qui s'appelle AI Suite 3 qu'on trouve directement sur le site d'Asus. Personnellement, moi je préfère sur le BIOS parce qu'il n'y a pas besoin d'installer quelque chose, ça ne va pas interférer avec Windows et il n'y a pas un logiciel en plus sur votre PC. Par contre, c'est intéressant d'avoir le logiciel si jamais vous n'êtes pas familier du tout avec le BIOS ou soit vous voulez raffiner un petit peu l'algorithme directement depuis votre Windows. Mais bon, je vais vous montrer ici du coup la méthode BIOS qui reste pour moi la plus simple et efficace. Dans un premier temps, il va du coup falloir redémarrer votre PC. Au moment où le PC passe dans sa phase de démarrage, appuyez frénétiquement sur Supr ou F2 pour rentrer dans le BIOS. Normalement, vous allez avoir une interface assez rustique qui vous indique que vous êtes dans le BIOS. Dans un premier temps, on va aller sur AI Tweaker parce que c'est là où on va gérer tous nos paramètres d'overclock. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est enlever les limitations pour être sûr que l'OC ne soit pas bloqué. Et moi, personnellement, je préfère faire comme ça parce que c'est bête de ne pas pouvoir overclocker parce qu'on est bloqué par la carte mère. Et là, on va choisir AI Overclocking. On pourrait s'arrêter là, mais ça marcherait tout à fait. Mais on peut aussi aller voir les détails de cette AI Overclocking, histoire de voir comment régler un petit peu ça si jamais vous voulez le paramétrer un petit peu mieux. Toujours dans cette partie AI Tweaker, vous allez pouvoir scroller un petit peu et trouver les AI Features. C'est là qu'on va gérer plus finement tout le paramétrage de notre système. Et ce qui va nous intéresser particulièrement ici, c'est l'Optimism Scale. Tout simplement parce que c'est la variable qui va gérer un petit peu comment va se comporter votre overclock. Est-ce qu'il va aller un peu plus haut? Est-ce qu'il va mettre plus de tension? Est-ce qu'il va moins de tension? Etc. etc. Tout va dépendre de ce chiffre et plus il sera haut, plus vous aurez de performance, mais aussi plus vous aurez de chauffe. L'idéal, c'est vraiment de le laisser à 100 au début, voir un petit peu ce qui se passe. Si vous êtes suffisamment à l'aise, pouvoir le monter. Si vous êtes un petit peu récrac, peut-être le baisser un petit peu. Et voilà, par palier de 5%, vous devriez normalement pouvoir trouver quelque chose qui correspond à vos besoins sans trop chauffer. Si vous mettez des trop grosses valeurs dans cette Optimism Scale, c'est possible que ce ne soit pas stable. Et là, pas de panique, hein. Vous avez juste à revenir dans le BIOS et baisser un petit peu cette valeur-là. Après, l'overclocking, ça reste souvent ça. On va revenir plusieurs fois dans le BIOS, histoire d'ajuster les choses et d'arriver à un niveau de stabilité qui nous convient. Ici, l'avantage, c'est que vous n'avez qu'une seule valeur à changer, donc vous êtes tranquille. Il y a aussi d'autres options ici qui nous permettent de définir des limites de température, définir le score de notre refroidissement manuellement, etc. etc. Je vous laisserai un petit peu voir ça de votre côté. Après, je ne vous conseillerais pas trop d'y toucher parce qu'on a vite fait de mettre des numéros qui sont un petit peu trop gros et du coup, on se retrouve facilement à 100 degrés sur son CPU. C'est pas une température dangereuse pour votre CPU, mais c'est vraiment pas idéal en termes de température. En vérité, ces options-là vont changer un petit peu une courbe qu'on a dans le BIOS qui permet de gérer la tension et la fréquence du CPU. Plus votre refroidissement va être puissant, plus la courbe va pouvoir monter haut en tension et fréquence. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez dans le BIOS un score de refroidissement calculé juste ici, histoire de vous donner un petit indicateur de comment performe votre refroidissement. Bien sûr, ça va évoluer en fonction de vos sessions et ce que vous faites avec votre PC. Maintenant qu'on a tout mis en place,
passons au test. Dans cette vidéo, on va faire plusieurs séries de tests histoire de voir ce que ça nous permet de faire et comment est-ce que ça réagit. On va faire des tests de performance, essayer de pousser un petit peu à la limite du CPU pour le faire crasher et voir un petit peu comment se comporte la tension, le V-core ou encore la température lors de ces tests-là. On va reprendre les parties un petit peu lourdes de notre procédure de test qu'on avait fait sur le 10850K versus le 11950K. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste à côté. Des tests qui vont regrouper à la fois de la productivité et du jeu, histoire de se rendre compte un petit peu comment ça se passe. Gardez en tête que chaque test a été fait 3 fois, histoire de s'assurer que les résultats soient cohérents et de les valider. Commençons par les tests de productivité. Le CPU avec l'overclocking intelligent a fait de bons résultats avec Blender, où il tient assez facilement un 5.1 GHz en descendant parfois vers les 5 GHz, lorsqu'il sent que ça va devenir un petit peu instable. Et si on compare à notre i9 stock avec simplement les limites enlevées, eh bien c'est un beau gain de performance en quelques clics. Si on passe rapidement sur Cinebench, on peut voir que l'overclocking ici fait bien son travail, avec un score de 6550 en moyenne, ce qui correspond à un overclock de 5.1 GHz à peu près. En tout cas, mes overclocks manuels faits à cette fréquence-là arrivent à peu près vers les 6550, voire 6570. Pour le test single core, on a droit aussi à un bon boost car le processeur monte ici à 5,3 voire 5,4 GHz à certains moments. Donc le score forcément est un petit peu meilleur à ce niveau-là. Si on regarde un petit peu au niveau de l'encodage avec Handbrake, on voit aussi qu'il y a un beau gain de performance ici. Le CPU tourne ici entre 5,1 et 5 GHz, ce qui lui permet de même dépasser l'overclocking de 5 GHz qu'on lui avait fait de base à ce 10850K. Si on regarde un petit peu comment la carte mère a géré tout ça, on s'aperçoit que c'est plutôt bien maîtrisé. Le V-core reste autour de 1,30 voire 1,35, ce qui est plutôt un bon voltage pour ce genre d'overclocking qui se stabilise entre 5 et 5.1 GHz. C'est après ce que je mets moi dans l'overclocking manuel de mes CPU pour celui-là. Après bon, c'est à prendre avec des pincettes hein, parce que je suis pas non plus une référence en overclocking. J'overclock pour les benches, mais après en dehors de ça, je suis quand même très médiocre. Quant à la température sur les grosses tâches, ça chauffe tout de même assez fort, sans passer la barre des 90 degrés, mais là on est plus aux alentours de 80 degrés, ce qui n'est pas mal du tout. Ces températures qui sont hautes, mais je le rappelle que cet i9 peut drainer jusqu'à 300 watts de TDP. Donc bon, entre 200 et 300 watts, 80-90 degrés pendant quelques minutes, ça me semble jouable. Par contre, on a eu quelques crashs occasionnels dans les benchmarks qui étaient les plus gourmands, on était peut-être un petit peu à la limite, mais au bout de quelques essais, tout s'est passé correctement. Idéalement pour la vie de tous les jours, il faudrait baisser un petit peu histoire d'être sûr d'avoir de la stabilité et que ça ne crache pas en plein milieu d'une session où vous n'avez pas sauvegardé par exemple, parce que oui, là si vous l'avez pas enregistré, c'est totalement perdu. En termes de jeu, on voit souvent que le CPU a 5.1 GHz, voire même un petit peu plus en fonction des jeux. Donc dans ce scénario là, on devrait avoir un petit gain de performance qui n'est pas significatif bien sûr, mais qui reste tout de même un petit gain. Rappelez-vous aussi que ces tests sont destinés à tester les CPU et pas du tout à avoir quelque chose de représentatif de votre expérience de gaming. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des configurations qui sont un petit peu bizarres. Pour CSGO, on constate une belle différence de 10 FPS. Après, c'est un jeu qui dépend tout de même beaucoup du CPU, donc ça m'étonne pas beaucoup qu'on ait une différence avec de meilleurs résultats en overclocking. Après, ça reste 10 FPS sur 600, donc c'est pas une énorme marge non plus. Assassin's Creed profite lui aussi d'un bon boost en performance là-dessus. Il gagne 5 FPS, qui est toujours mieux que rien du tout, mais par contre, voilà, dans un environnement réel, ce sera peut-être plus 1 ou 2 FPS en plus, mais c'est toujours bon à prendre. Parce que je le rappelle encore ici, on est sur des configurations qui sont destinées à faire sortir le plus de framerate possible au détriment de la qualité visuelle. Ensuite, pour Shadow of the Tomb Raider et Red Dead Redemption 2, le constat est assez similaire. Les performances sont un poil meilleures sans être fulgurantes non plus, ce qui est plutôt logique car c'est plus des jeux qui sont intenses pour la carte graphique que pour le CPU. Donc ce type d'overclocking intelligent peut vous apporter un petit peu de différence dans les framerates, ce qui n'est pas énorme, mais qui fera un peu plus de différence lors des jeux e-sport ou choses comme ça, qui sont un petit peu moins durs à faire tourner et du coup qui peuvent monter plus haut dans les FPS. Après, ça reste très gadget ici, il n'y a pas forcément d'énormes différences entre les deux. On a fait aussi tourner Prime 95 dans la configuration Small FFFT et on avait enlevé tout ce qui était AVX pour voir un petit peu si en cas de chauffe, en cas de vraiment workload intense, est-ce que le CPU ne se partait pas en vrille tout simplement. Là aussi, les résultats sont assez rassurants, on reste en dessous des 90 degrés à 86 degrés, la fréquence est par contre baissée à 5 GHz pour pas faire trop chauffer, tout comme le V-core qui reste autour des 1,3 volts. Le refroidissement n'étant pas très adapté à ce genre de test, on est sur un Freezer 2 de 240 mm, quelque chose d'un peu plus gros aurait été mieux pour ces tests là, mais bon, je n'avais que ça sur la main, donc c'est normal qu'on voit des températures qui sont assez hautes ici. Donc personnellement, ces chiffres me vont, ça montre que c'est pas un algorithme qui va nous faire n'importe quoi pour maintenir la fréquence, quitte à monter dans des températures qui sont beaucoup trop hautes. On n'est vraiment pas
au niveau de l'overclocking automatique traditionnel. Au final, je suis plutôt agréablement surpris pour cette fonctionnalité d'overclocking intelligent de chez Asus. C'est pas quelque chose qui va donner le tétanos à notre système. Il y a aussi quelques petits avantages sympas avec cet outil d'overclocking, c'est que pendant un court laps de temps, le CPU montait à 5.3 ou 5.4 ou même sur les tâches monocœur, histoire de gagner un petit peu de temps et de performance là-dessus. Et il peut aussi baisser le V-core lorsque le système ne travaille pas, histoire de faire baisser les températures. C'est une flexibilité qui est quand même appréciable parce que ça nous permet d'être un peu plus véloce sur différents types d'applications et pas d'être bloqué par exemple à 5.1 sur un overclocking à tous les cœurs. Donc pour moi, cet overclocking assisté par intelligence artificielle reste tout à fait recommandable pour les personnes qui veulent pas s'embêter avec l'overclocking et toutes les choses qui sont comme le LLC, les sécurités, le ratio, le V-core, etc., etc. Donc voilà, ceux qui veulent appuyer sur un bouton, avoir un overclocking décent qui ne sera pas le plus optimisé bien sûr, mais un overclocking décent qui marchera dans toutes les situations. Et c'est surtout vrai pour la plateforme Intel où j'ai l'impression qu'on a plus de choses à prendre en compte que pour des Ryzen par exemple. Donc ce genre d'outil peut vous permettre d'apprendre un petit peu l'overclocking à votre rythme tout en profitant de la partie K de votre processeur. Parce que oui quand même, ces CPU coûtent un petit peu plus cher que le modèle non K, donc autant en profiter. Après je vous conseillerais toujours de finir sur de l'overclocking manuel bien sûr pour vraiment maîtriser votre machine, mais pour ceux qui n'ont vraiment aucun intérêt à ça et qui veulent juste tirer plus de performance de leur machine, eh bien ça marche. Par contre attention, cette fonctionnalité va avoir besoin d'un petit peu de temps pour se mettre en place, donc n'espérez pas de les performances ou de la stabilité directement, il va falloir faire tourner un petit peu le système, histoire que ça s'étudie et qu'il puisse mettre les réglages adéquats. Ça demande aussi quelques connaissances, c'est très orienté néophyte, mais faites attention, il faut quand même savoir ce que c'est un V-core, une fréquence ou ce genre de choses pour vraiment comprendre ce qui se passe et pouvoir le régler correctement. Après dans l'utilisation sur le BIOS c'est assez facile parce qu'on n'a vraiment qu'une valeur à changer. Mais bon, en tout cas si vous venez de commencer le PC et que vous ne connaissez rien du tout, eh bien vaut mieux se renseigner un petit peu avant sur comment un CPU fonctionne, comment un PC fonctionne, etc. avant de se lancer dans ce genre de choses. Juste histoire d'avoir les bons réflexes et d'avoir les bons diagnostics. Donc si vous avez une carte mère Asus et tout ce qu'il faut pour tester, eh bien je vous conseillerais de l'essayer, histoire de voir si c'est stable, les températures montent pas trop haut, et si vous avez besoin d'un petit logiciel pour voir ça, je vous conseille HW Info. Ça coûte rien et si jamais ça marche, vous aurez un petit boost de performance. Je vous rappelle que c'est disponible uniquement sur les puces K et les chipsets qui permettent l'overclocking sur les cartes mères. Donc on va rester sur les chipsets Z de chez Intel. En tout cas pour moi cette fonctionnalité remplit le contrat initial. Elle est assez simple d'utilisation pour quelqu'un qui s'y connaît un minimum. Elle ne met pas votre PC dans une situation inconfortable voire dangereuse juste pour avoir de la stabilité. On a un gain de performance et une flexibilité de la fréquence et du V-core qui est très intéressante. Après c'est pas encore parfait tout ça bien sûr. J'ai eu quelques crashs dus à l'overclocking intelligent qui n'a pas pu empêcher l'instabilité. Après les crashs sont restés plutôt rares cette session. C'est arrivé une ou deux fois quand on testait des choses comme Prime 95 ou autre qui sont vraiment gourmands et j'avais pas non plus entraîné la carte mère pendant des heures avant de lancer ces tests là, donc à voir si avec le temps tout ça se bonifie et que l'algorithme arrive à un peu mieux gérer ce genre de cas. Mais bon en tout cas ça restait assez rare dans des cas très précis et pas d'utilisation du quotidien. Et voilà pour ce test, j'espère que ça vous aura aidé, merci à vous d'avoir visionné celle-ci et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao.